Voilà, normalement c'est parti. On devrait avoir la vidéo. Donc on va commencer la séance. J'espère que vous allez bien et que vous avez encore un... On va essayer de faire une séance a priori un peu plus courte que d'habitude. Je vais essayer de faire, je pense, 1h30. Et puis après on fera questions-réponses. Parce qu'il faut vous vous rendre compte que 2 heures de visioconférence comme ça, c'est assez sportif de notre côté à nous. Donc on va essayer de faire 1h30, je vous fais 1h30 de cours un peu dense, et puis après on fait questions-réponses. Ok, j'espère que ça vous va. Et du coup, on est parti. Alors, résumé de ce qu'on avait vu hier. Hier, on avait vu ici, ce truc-là, hop, le théorème du moment cinétique, par rapport à un axe de rotation, pour un point, pour un système de points, et en particulier ici, hop, pour un solide, d'accord ? Solide en rotation autour d'un axe. Donc là, on a un nouveau théorème qui va nous permettre d'étudier les rotations. Et donc à partir de ce nouveau théorème pour les rotations, on va pouvoir commencer à étudier quelques cas. Donc on va commencer par des cas qui sont les cas de l'activité 5, des cas où le moment cinétique il est censé se conserver. Alors on va faire le joueur de basket et le patineur. Donc pour ça, on va faire ça comme ça. Donc le joueur de basket qui tient un ballon de basket, c'est quoi ? C'est un ballon. Hop. Ça c'est un ballon. Donc c'est quelque chose que les gens ont peut-être déjà fait, ceux qui jouent au basket. Vous avez déjà mis en rotation un ballon comme ça. Tac. Autour d'un axe. Comme ça. Et puis vous avez mis votre doigt ici, là. Ça c'est le doigt. Ça c'est la main. Attendez, il faut que je me adapte un peu plus là, parce que... Hop. Donc ça c'est la main. Et puis le ballon il tourne comme ça. Et puis vous avez constaté que le ballon il tournait, et s'il tourne suffisamment... Alors si vous le faites pas tourner, il tombe. Et si vous le faites tourner suffisamment vite, et ben il se met à tourner relativement vite et il reste stable. D'accord ? Donc on veut montrer que le moment cinétique du ballon se conserve. Donc pour ça on va déjà refaire un dessin un peu plus réaliste, parce que là j'ai mis un axe de rotation qui est penché comme ça. Donc si vous essayez avec un axe de rotation qui est penché comme ça, là c'est clair que le ballon il va tomber. Donc je vais refaire un dessin un peu plus propre dans la vraie situation. Donc dans la vraie situation, hop, crayon. J'ai un axe qui est comme ça, vertical. Pourquoi il ne tombe pas quand il tourne ? Et bien justement, c'est ce qu'on va regarder. Donc l'axe, il est comme ça, le ballon, il est comme ça, et son centre de masse, il est où ? Il est là. Tac. Donc ça, c'est le centre de masse du ballon. Ok ? Donc du coup, qu'est-ce qui se passe si j'écris... Alors, si le système, c'est le ballon. Donc le système... Mon crayon ne marche pas. Attendez. Le système, c'est le ballon. D'accord ? Le système, c'est le ballon. Le référentiel, c'est le référentiel du labo. Quelles sont les actions extérieures qui s'exercent dessus ? Alors, le ballon, il a une masse M. D'accord ? Action extérieure, le poids. Tac. Ok. Frottement de l'air, oui. Alors, frottement de l'air, je vais les mettre à droite parce qu'on les verra après. On verra ce qu'ils font après. Donc, frottement de l'air. L'action du doigt. Alors, le doigt, il exerce quoi comme type d'action sur le ballon ? Une réaction normale, oui, tant que c'est une action de contact. Alors, je ne sais pas trop si elle est normale, tangentielle pour le moment, mais a priori, oui, il y a des chances qu'elle soit normale. On va les représenter. Et alors, pour le moment, les frottements, je les néglige, on en parle après. Donc, votre doigt, il est ici. Donc, il exerce une action qui est ponctuelle, parce que vous tenez le ballon au niveau juste d'un seul doigt, donc une action qui va être comme ça. D'accord ? Donc, ça, effectivement, c'est la réaction du doigt. Et le poids, hop, il s'applique au centre du ballon. Alors, je décale un peu, juste comme ça. D'accord ? Hop, comme ça. Ça, c'est la masse du ballon. Donc, du coup, si je veux... Alors, première loi que je peux appliquer la loi de la quantité de mouvement au ballon. Donc, si j'applique la loi de la quantité de mouvement, ce que je vais faire ici... Je vais écrire MA égale... Alors, il n'y a pas de flèche avec mon éditeur de texte, mais vous rajouterez les flèches. Donc, ça fait MG plus R. Ok ?
Sauf que le A, qui est le A de la quantité de mouvement, c'est l'accélération du point G. Ça, là. Là, c'est l'accélération de G. Ici, c'est A de G. Ok. Le centre de masse de votre ballon, il ne bouge pas. Donc ça, c'est 0. Il n'y a pas de mouvement horizontal, vertical, c'est 0. Les deux forces, en fait, elles sont verticales, elles se compensent. Donc la loi de la quantité de mouvement, là, elle ne sert à rien. La seule chose qu'elle dit, c'est OK, le centre de masse, il ne bouge pas, je le savais déjà. Donc ça sert à rien. Ok. Alors ça, c'est pas faux, mais c'est inutile. Pour décrire le mouvement. Pourquoi ? Parce que le mouvement du ballon, c'est pas un mouvement de translation, c'est un mouvement de rotation autour d'un point. Et le bon outil pour décrire une rotation, c'est pas la quantité de mouvement, c'est le moment cinétique. Donc maintenant, si j'applique l'autre loi qu'on a posée hier, si j'applique le théorème du moment cinétique, je vais le faire ici. Et je vais le faire par rapport à l'axe de rotation. Donc là, il faut que je considère que les moments des actions extérieures, donc il y a le moment de R, sauf que la droite d'action de R, elle passe par l'axe de rotation en fait. Et la droite d'action du poids passe aussi par l'axe de rotation. Donc là, pour les deux forces, on a des bras de levier nuls. Oui, le contact avec les doigts, on peut dire que c'est une réaction normale. On peut dire que c'est une réaction de support. Le support, c'est le doigt. Votre système, c'est le ballon. Il est en contact avec un support qui est votre doigt. Et alors après, effectivement, alors qu'elle soit normale, là, c'est pas important du point de vue du calcul du moment. Parce que de toute façon, ce qui est important, c'est que la droite d'action de cette force-là coupe l'axe de rotation. Donc si la droite coupe l'axe de rotation, les bras de levier, ils sont nuls. Et du coup, si les bras de levier ils sont nuls, les moments ils sont nuls. Ingrid, j'ai juste écrit sur mon tableau là. J'ai juste tapé du texte. Vous devriez juste voir du texte. D'accord ? Donc les bras de levier ils sont nuls. Donc si les bras de levier ils sont nuls, la somme des moments extérieurs est nulle. Troisième. Et donc si la somme des moments extérieurs est nulle, d'après le théorème du moment cinétique, le moment cinétique se conserve. Et Léo, oui, les forces se compensent. Pourquoi les forces ? Alors, les forces se compensent si votre centre de masse ne bouge pas, la loi de la quantité de mouvement, elle vous dit que les forces se compensent. Elles n'ont pas le même point d'application, mais les forces, elles se compensent. D'accord ? Donc au début, quand j'ai fait le schéma avec les deux forces, j'ai dessiné un peu arbitrairement. La loi de la quantité de mouvement, ça me permet de dire, ok, les deux forces se compensent. Non, pas à l'équilibre. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le centre de masse ne bouge pas, mais le système n'est pas à l'équilibre. Ok ? Donc là, j'ai une somme de moments extérieurs nuls. Somme de moments extérieurs nuls, si je reviens à l'énoncé du théorème de moment cinétique, j'en déduis que le moment cinétique se conserve. D'accord ? Ça, c'est le premier système. Deuxième système, question d'après, c'est le patineur qui fait une vrille. Alors ça va être plus technique à dessiner. Donc le patineur qui fait une vrille, ça commence comme ça. Hop. Le patineur, il est comme ça au début, donc ça c'est la tête du patineur. Et puis il a les bras comme ça. Un bras, deux bras. Et puis ça c'est le contact de son patin avec ici la glace. D'accord ? Il n'est pas très joli mon patineur, mais vous imaginez que c'est un patineur. Qu'est-ce qui se passe du point de vue en termes de système ? Le système patineur, c'est un système qui est déformable. Donc si j'écris le système... Allez-y, Alexis. Je vous ai pas activé votre micro ? Je vérifie que je vous ai activé les micros normalement. Ah oui, pardon, je n'avais pas vu. Autant pour moi. Du coup, votre question c'était quoi ? Tac. Pourquoi elle se conserve ? Alors il se conserve, c'est le moment cinétique. Le moment cinétique, il se conserve parce qu'il n'y a pas d'action extérieure qui génère un moment non nul. D'accord ? Donc théorème du moment cinétique, si je vous réécris si je reviens au poli de cours, donc c'était là-bas. Donc quand on a écrit le théorème du moment cinétique, ici, alors là je suis sous la forme par rapport à l'axe, donc je suis sous cette forme-là, ici, là. Là, ce que j'ai fait avec le ballon, c'est que j'ai calculé ce terme-là. J'ai constaté que ce terme-là, il valait 0. Donc, j'en ai déduit que d sigma par rapport à l'axe
sur dt, c'était 0. Et comme d sigma par rapport à l'axe sur dt vaut 0, j'en déduis que sigma delta est une constante. Donc sigma delta, constante. Ok? D'où la conservation du moment cinétique. Alors du coup, si je reviens à mon dessin. Donc dans le cas du patineur, alors du coup c'est dommage parce qu'il faut que je recommence. Hop. Donc on a le patineur qui est comme ça. Au début, il a les bras qui sont comme ça. Tac. Ça c'est son patin. Je vais dessiner la glace dans une autre couleur. Donc ça c'est la glace. Et le contact du patin avec la glace, si vous avez déjà vu un patineur faire une grille, vous remarquez qu'il est sur la pointe des pieds. Donc il y a un contact avec la glace qui est un contact ponctuel. Que je vais dessiner ici. Donc là j'ai un contact ponctuel. Comme ça. Ok ? Donc si je refais la même chose, mon système, cette fois-ci, c'est le patineur. Le référentiel terrestre, les liens, ça il n'y a pas de problème. Le bilan des actions extérieures. Alors là, ce qui est important, c'est vraiment les actions extérieures. Donc, tout ce qui se passe, enfin, tout ce qui génère une action sur le patineur. Donc il reste quoi ? Il y a le poids. Et il y a alors Rn, donc la Rn, alors il y a l'action du sol sur le patin. D'accord ? C'est les deux actions qu'il y a. Action du sol sur le patin, si je la représente, c'est comme dans l'exemple du ballon en fait. Je ne vois jamais ce qui est écrit sur le tableau. Vous voyez pas les textes que j'écris là j'ai tapé du texte. J'ai écrit système, patineur, référentiel en noir. Il y en a qui ne voient pas ça ? Attendez, je vais faire un petit sondage pour vérifier. J'envoie juste une petite question là. Parce que visiblement, il y en a qui ne voient pas le texte. Ouais, ok, donc tout le monde voit le texte, sauf Younes qui a un problème. Younes, déconnectez-vous, reconnectez-vous. Et attendez un petit peu, ouais, parce que c'est... Alors, partagez pas la vidéo. Et coupez vos micros aussi, ça limitera un peu la bande passante. Et les dessins, vous les voyez ? Quand je dessine mon bonhomme, là. Vous voyez un écran blanc. Alors c'est que vous avez une latence avec votre téléphone. Parce que là, je suis plus sur le poly, normalement, je suis sur l'écran. La feuille, elle est pas blanche, là. J'ai dessiné, là. Ouais, vous devez avoir une petite latence, là. Donc là, je peux rien faire pour vous, je suis désolé. Alors du coup, je vais essayer d'avancer. Je suis en train de filmer la séance, donc normalement, vous pouvez récupérer le film derrière. Ok ? Donc du coup, je disais quoi ? Je disais contact ponctuel du patin sur le sol. On dessine le contact. Donc ça va faire un truc qui est comme ça. Hop, on va le dessiner en rouge. Je l'appelle R comme tout à l'heure. D'accord ? Deuxième action, c'est l'action du poids. Alors le poids, il s'applique au centre de masse de votre bonhomme. Donc votre bonhomme, il est à peu près équilibré avec ses bras gauche, bras droit. Donc son poids, il est quelque part par là. Il s'applique ici. D'accord ? Son centre de masse, il est sur l'axe de rotation. Donc G, il est sur l'axe de rotation. Si je mets G sur l'axe de rotation, je peux dessiner le poids. Alors je vais dessiner vers le bas. Comme ça. Ok ? Du coup, si je refais exactement la même chose que tout à l'heure, là, j'ai les mêmes actions qui s'exercent que dans le cas du ballon, donc je peux faire le même raisonnement, théorème du moment cinétique, et j'arrive à quoi ? J'arrive à... Donc j'applique le théorème du moment cinétique, exactement comme pour le ballon. Et j'arrive à, hop, sigma delta, moment cinétique, égale constante. Ok ?
là, le bonhomme, il est en train de tourner avec une vitesse angulaire que je vais appeler oméga 1. Maintenant, on va regarder ce qui se passe quand le bonhomme il va serrer ses bras, il va rapprocher ses bras de son corps. Donc pour ça, on va gommer et on va recommencer. Donc au départ, le bonhomme, il est comme ça. Je vais le dessiner en rouge. Donc il était comme ça. Il est comme ça. Je dessine pas les pieds, je dessine juste les bras. Un bras, deux bras. Son centre de masse, à ce moment-là, il est ici. D'accord ? Là, le bonhomme, il décide de rapprocher ses bras en se servant de ses muscles. Oui, le moment d'inertie va diminuer. Exactement. Donc le bonhomme, il va faire ça, il va serrer ses bras. Donc les bras, ils se retrouvent là à la fin. D'accord ? Quand vous faites ce mouvement-là, votre centre de masse, alors peut-être vous pouvez baisser un petit peu, mais votre centre de masse, il reste sur l'axe. Donc G reste sur l'axe. Donc G reste sur l'axe quand le bonhomme serre les bras. C'est pas serre. D'accord. Okay, j'ai fait une jolie faute d'orthographe là. Hop. On va faire un joli rectangle blanc pour effacer ma faute d'orthographe. Serre les bras. Vous oubliez la faute d'orthographe. Mince, je ne vais pas écrire. Tac. Alors, je finis mon raisonnement puis je réponds juste aux questions après. Donc il serre ses bras. Le centre de masse reste sur l'axe. Donc il n'y a pas de moment du poids. Le moment du poids reste nul pendant toute la phase où vous serrez vos bras. Donc du coup, si vous appliquez le théorème du moment cinétique pendant le moment où vous serrez les bras, vous pouvez encore écrire ce truc-là, que sigma delta ça reste constant pendant le moment où vous serrez les bras. D'accord ? Maintenant, qu'est-ce que c'est sigma delta ? Si je le calcule à l'instant de départ, donc à l'instant ici, là, où les bras sont comme ça, faut que je fasse quoi ? Faut que je fasse J delta fois θ point, je vais l'appeler θ point 1 de départ. D'accord ? Et si je le calcule à l'arrivée, ici, là, je vais écrire que sigma delta, c'est J delta fois θ point 2. Ça, c'est un θ point. D'accord ? Sauf qu'entre les deux, ce qui s'est passé, c'est que vous avez modifié la répartition de masse. Donc du coup, si vous modifiez la répartition de masse, vous changez ce truc-là, J delta. Donc ça, je l'appelle J delta 2. Et celui-là, je l'appelle J delta 1. D'accord ? Et ce qui se passe, c'est que plus les masses sont proches de l'axe de rotation, plus le moment d'inertie, plus le J delta, il est petit. Donc ici, vous avez forcément J delta 1 qui est supérieur à J delta 2. Ça, c'est un 2. Le moment d'inertie, il représente la distribution, la répartition des masses autour de l'axe de rotation. Il vous caractérise comment les masses sont réparties autour de l'axe de rotation. Donc dans le cas rouge, les masses, elles sont loin de l'axe de rotation. Dans le cas orange, elles sont proches de l'axe de rotation. Du coup, si elles sont proches de l'axe de rotation, le moment d'inertie est plus faible. Non, le moment d'inertie n'est pas le même. Ce qui est le même, c'est le moment cinétique. D'accord ? Alors, Enguerrand, pour répondre à votre question... Attendez, je réponds juste à la question d'Enguerrand, puis après je vous donne la parole. Le fait que le rayon diminue, donc que la vitesse angulaire augmente, il n'y a aucune raison, il n'y a pas de raison que si le rayon diminue, la vitesse angulaire augmente. D'accord ? Si je suis en train de marcher en spirale, je peux marcher en spirale à vitesse constante avec mon rayon qui diminue et ma vitesse qui reste constante. Hugo, allez-y. Mais je comprends pas ce que vous avez dit que G il bougeait quasiment pas, puisque c'était le centre des masses, ouais. Mais que la répartition des masses elle changeait. Enfin, je comprends pas. Comment c'est possible ça ? Ouais. Alors, je vais vous faire un schéma pour une situation plus simplifiée pour expliquer ça. Alors du coup j'efface mon dessin, là j'en ai plus besoin. Donc vous retenez J delta 1 supérieur à J delta 2. Donc pour répondre à la question d'Hugo,
Je vous donne ce système-là. Un point A, un point B. Les deux points ont la même masse. Masse M, masse M. Ok? Où est le centre de masse? Si les deux points ont la même masse. Au milieu. Ok? Donc le centre de masse, il est là. Facile. Maintenant, je décide que ce point-là, le point de départ, là, le point A, au lieu qu'il soit là où je l'ai dessiné, je le mets là. Et le point B, donc ça c'est le nouveau point A, le point B, je le mets là. Où est le centre de masse? Eh bien, il est encore au milieu de AB. Et le milieu de AB, géométriquement, il est pareil, il est là. Ok? Donc du coup, en fait, le centre de masse, enfin, si vous voulez, vous pouvez changer la répartition de masse sans changer la position du centre de masse. Ok? Donc du coup, là, dans la situation, ça correspond un petit peu à la situation du patineur vu de dessus. A et B, c'est ses deux bras. Le moment cinétique sigma delta bleu, il est égal au moment cinétique sigma delta rouge. Mais par contre, les moments d'inertie ne sont pas les mêmes. Oui, Idriss, les centres de masse sont confondus. Alors pourquoi G bougerait sur l'axe? Parce que si vous avez déjà vu un patineur faire une vrille, des fois il se tasse, un petit peu comme s'il s'asseyait, ou alors des fois il ouvre son corps comme s'il se levait. Donc G il peut bouger verticalement de haut en bas, mais il reste sur l'axe vertical. D'accord? Alors le patineur subit une accélération quand il replie les bras. Ce qui se passe, c'est que chaque partie du patineur subit une accélération, d'accord? Donc son bras, sa jambe, sa tête, etc. Mais son centre de masse, non. Et comme la loi de la quantité de mouvement, elle s'applique qu'au centre de masse, et bien du coup, pour le centre de masse, c'est comme s'il ne se passait rien. Alors après, les frottements, je réponds juste après sur les frottements. Donc du coup, alors maintenant, une fois que vous avez montré que les deux moments cinétiques étaient égaux, mais que vous aviez ici, là j'avais J delta, donc c'était J delta 2 qui était donc inférieur à J delta 1. Delta 1. Mon stylo marche pas super aujourd'hui, hop, comme ça. Bah de ça, vous en déduisez que θ.2, il est supérieur à θ.1. D'accord? Donc qu'est-ce qui se passe quand votre patineur il resserre ses bras? Eh bien il se met à tourner plus vite. Donc ça c'est le principe de la vrille. Vous tournez lentement, vous resserrez vos bras, vous allez vous mettre à tourner très vite. Et si vous faites l'inverse, si vous écartez vos bras, vous allez tourner de moins en moins vite. D'accord? Alors attention, si le rayon diminue, c'est pas le moment cinétique qui diminue, Romain, c'est le moment d'inertie. Parce qu'il faut bien comprendre, c'est que en fait, le moment cinétique, il a une certaine valeur qui est liée à l'état de votre rotation au départ, et vous allez pas pouvoir modifier cette valeur. D'accord? La seule chose que vous allez pouvoir faire, c'est modifier la répartition de masse, donc vous allez modifier le moment d'inertie. Et Alexis, on a plus d'inertie, on a plus de moments d'inertie dans le cas. On n'a pas plus d'inertie, on a un moment d'inertie plus grand. Oui, parce que les masses sont plus loin. Donc si les masses sont plus loin, concrètement, ça veut dire que ça va être plus dur de faire tourner autour de l'axe des masses qui sont plus loin. Et bien Hugo, la conservation du moment cinétique, ça traduit le fait que la caractérisation de la rotation est la même avant-après. En fait, c'est le moment cinétique qui vous caractérise la rotation. C'est un petit peu, si vous voulez, le moment cinétique, c'est l'analogue de la quantité de mouvement pour une translation. Quand je vous avais introduit la quantité de mouvement, j'avais comparé une balle de bowling avec une balle de ping-pong. Ils ont la même vitesse, ils n'ont pas la même quantité de mouvement. D'accord? Le moment cinétique, c'est la même notion, mais pour la rotation. Alors on aura plus de mal à se lancer, mais une fois qu'on tourne, on tourne vite. Oui, c'est ça. En fait, le patineur, pour commencer sa vrille, il exerce il patine avec ses pieds pour se mettre à tourner. Par contre, une fois qu'il est en rotation, s'il se met bien sur la pointe, s'il fait rien, il reste en rotation. D'accord? Et quand il serre les bras, il se met à tourner très vite. Autre situation qui ressemble un petit peu à ça, c'est la situation du plongeur. Donc vous prenez quelqu'un qui va faire un plongeon sur un plongeoir à 10 mètres.
Au début, il est debout, il commence à se pencher et il se met en boule. Quand il se met en boule, il se met à tourner sur lui-même. Et après, quand il réouvre son corps, vous constatez qu'il tourne moins vite. C'est exactement pareil. Alors du coup, là, je pense que j'ai répondu à peu près à toutes les questions là-dessus. Voilà, donc ça, c'est 2 exemples où on conserve le moment cinétique. Ça ne veut pas dire qu'on conserve la répartition de masse, on peut changer la répartition de masse, mais le moment cinétique, lui, il est conservé. Je réponds sur les frottements maintenant. Alors sur les frottements, on va reprendre... je vais vous faire avec l'exemple du ballon parce que c'est plus facile à dessiner. Donc ça, c'est le ballon de basket de tout à l'heure, en vue de dessus. Donc ça, c'est l'axe de rotation du ballon de basket. D'accord? Donc ballon de basket, vue de dessus. Donc votre ballon, il est en train de tourner comme ça, avec un sens de rotation qui est ce sens-là. Ça, c'est le sens positif de la rotation. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe quand il tourne? Chaque point du ballon, par exemple, ce point-là, ici, il est en mouvement avec une vitesse qui est comme ça. Donc, si ce point-là, il est en mouvement avec une vitesse qui est comme ça, il y a une force de frottement que l'air exerce localement à cet endroit-là, qui va être dans l'autre sens, qui va être comme ça. Donc là, j'ai une petite force de frottement. Ça, c'est une force de frottement. Symétriquement de l'autre côté, ici, vous avez le point du ballon qui est en mouvement, comme ça. Donc ça, c'est un V2 qui vaut moins V1. D'accord? Et du coup, vous allez récupérer une force de frottement qui va être comme ça. Donc ça, c'est le 1, ça, c'est le 2. Tac, tac, ça, c'était le 1. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, on regarde juste la force, la première, là, celle qui est à gauche. Mince, j'ai fait une bêtise là. On va juste regarder la force de gauche. Donc, je redessine juste la partie gauche du ballon. Hop. Donc là, il y avait mon ballon qui était comme ça. Et j'avais le sens de rotation qui était comme ça. Et une force de frottement qui était comme ça. Tac. Avec ici le centre. Et l'axe, il est orienté dans ce sens-là. D'accord? Ce que vous voyez, c'est que cette force de frottement-là, elle génère un moment par rapport à delta de cette force qui vaut la force fois le bras de levier. Donc le bras de levier ici, c'est le rayon du ballon. Donc force fois bras de levier. Tac. Force fois bras de levier. Et après, je regarde le signe. Et pour regarder le signe, je constate que la force, en fait, elle mettrait entre guillemets en mouvement le ballon à l'envers par rapport au sens de rotation. Donc le signe, il est négatif. Ok? Vous faites ça pour toutes les forces de frottement qui s'exercent sur tout le ballon. Et vous arrivez en sommant à un moment par rapport à delta des frottements qui est négatif. D'accord? Donc comme le moment par rapport à delta il est négatif, et bien votre moment cinétique il va diminuer. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris, Hugo? Vous pouvez prendre la parole. Du coup, en fait, le truc c'est que si on calcule le moment à chaque point du ballon sur tout le tour, et ben du coup ça va être égal à 0. Non. Non, ça va pas se compenser. Alors, je vais refaire juste un dessin avec les deux forces symétriques. Là, du coup, je gomme tout et je recommence. Donc, je recommence avec mon ballon. Hop. Je redessine juste les deux forces de frottement qui s'exerçaient de chaque côté. Donc là, il y a le diamètre. Le ballon, il tourne dans ce sens-là. Première force ici. Deuxième force comme ça. F1, F2. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour calculer un moment par rapport à un axe, donc l'axe il est ici, je fais, donc si je fais m delta de F1, je fais signe fois force fois bras de levier. C'est ça la technique pour calculer le moment. D'accord? Donc là, la force, elle vaut quoi? Elle vaut F1. Le bras de levier, il vaut le rayon.
Et le signe, je regarde le sens de la force par rapport au sens positif de la rotation. Donc là, vu que l'axe delta, il est vers le haut, il est orienté comme ça. L'axe delta, il est dans ce sens-là. Le sens positif de la rotation, c'est ce sens-là. Et vous voyez que la force F1, là, cette force-là, elle n'est pas dans le sens... Enfin, elle est dans le sens inverse au sens de la rotation. D'accord ? Conclusion, le signe de ce moment, ça va être ici, moins. Le bras de levier, c'est quoi ? Le bras de levier, c'est ce que j'ai défini hier, c'est la distance de la droite d'action à l'axe de rotation. Donc ici, votre droite d'action, si je la dessine, la droite d'action, il faut vous dessiner la force, et vous dessinez comme ça. Tracez une droite qui passe par la force. Et vous cherchez la distance de cette droite à l'axe de rotation. Donc ici, c'est le rayon R. Comme ça. Ok ? Donc le signe qui est le moins là, il vient du fait que la force, elle est dans ce sens-là. Si je fais pareil pour la deuxième, donc maintenant je fais M delta de F2 égale, donc même technique, signe fois force fois bras de levier. Donc la force facile, F2. Le bras de levier, R. Et le signe, je regarde le sens de ma force et je vois qu'il est encore opposé au sens de rotation. Donc du coup, le signe, c'est aussi un moins. Et quand je vais faire ça après, pour toutes les petites forces qui vont s'exercer partout, en fait, les forces de frottement, elles s'exercent sur tout le tour. Hein. Donc là, il y en a une qui est comme ça, là, il y en a une qui est comme ça, etc. Et à chaque fois, elles vont toutes elles vont toutes contribuer de façon négative au moment. Donc du coup, le moment résultant, qui est la somme de tous les petits moments élémentaires, ça fait un truc négatif. Ok ? C'est ce qui explique pourquoi votre ballon, au début, il tourne très vite, et puis après, il tourne de moins en moins vite, parce que le moment cinétique diminue, donc du coup, là, la vitesse de rotation diminue. Alors si c'est bon, je vais revenir au poly. C'est bon, il n'y a plus de questions là-dessus ? Alors du coup, je reviens au poly. Tac, tac. C'est parti. Alors il tourne de moins en moins vite parce que vous avez compris que son moment cinétique diminuait, ça c'est bon ? Donc le moment cinétique, c'est le moment d'inertie fois la vitesse angulaire. Le moment d'inertie du ballon, il ne change pas. Donc si le moment cinétique diminue, forcément la vitesse angulaire diminue. Idriss, c'est bon ? Alors F2, Charles, c'est la norme du vecteur F2. Et Hugo, oui, θ point diminue. Ouais, c'est ça. Idriss, le moment cinétique diminue à cause du moment des forces de frottement, qui est négatif. C'est bon ? Alors du coup, je reviens au poly, tac, ici. Donc ça c'est bon, ça c'est fait, ça c'est fait. Hop. Alors, deuxième situation qu'on va rencontrer, c'est les situations où vous avez un équilibre. Donc une situation d'équilibre, la définition d'un équilibre, c'est pas somme des forces égale 0, ça suffit pas, c'est vitesse de chaque point du système égale 0. Comment est-ce qu'on caractérise un équilibre ? Alors on peut démontrer que pour un solide, la condition d'équilibre, c'est résultante nulle, donc somme des forces égale 0, plus moment par rapport à un point des actions extérieures nulles. D'accord ? Ça c'est le torseur dynamique, ça c'est pour les élèves aussi. C'est pas aussi vitesse par rapport... Oui, l'équilibre c'est la vitesse de chaque point est nul. D'accord ? Je reprends l'exemple du ballon de tout à l'heure qui tournait autour de son axe là. Vous aviez somme des forces égale 0, mais le ballon il était clairement pas à l'équilibre, il était en train de tourner à une très grande vitesse. D'accord ? Donc pour caractériser un équilibre, soit on raisonne sur la résultante, soit on raisonne sur les moments. Donc c'est ce qu'on va faire dans l'activité d'après, l'activité 6, que je vais vous résumer assez rapidement. Donc sur l'activité 6, vous avez une tige, alors vous pouvez zoomer un petit peu sur la figure, là. Donc vous avez une tige rouge. Au bout de cette tige rouge, vous avez deux masses qui sont posées au point A et au point B. Donc la masse au point A, elle s'appelle M1, et la masse au point B, elle s'appelle M2. Et ce qu'on fait, c'est qu'on décale le point O de façon à ce que l'ensemble soit équilibré. D'accord ? Et on doit chercher la longueur, enfin le rapport des longueurs L1 et L2 pour que l'ensemble soit équilibré.
Donc comment est-ce qu'on va faire pour répondre à cette question? Et bien en fait, on va utiliser le théorème du moment cinétique par rapport, alors soit à un axe, soit par rapport à un point qui est bien choisi. Donc là, vous avez 3 points sur la figure, le point A, le point O, le point B. À votre avis, c'est lequel le point qui est le plus subtil pour travailler? Est-ce que je travaille avec A, O ou B? Une majorité de O. Ouais, je suis d'accord. Tout le monde a compris qu'il fallait utiliser le point O. Ok. Donc on va faire ça, on va faire un petit schéma avec le point O, et on va regarder ce que ça donne. Donc on va se remettre avec l'écran. Tac. Donc si je fais le schéma simplifié de la situation, le point A qui était là, la tige, le point B, le point O qui est là, d'accord? Et je vais juste représenter, donc le système c'est la tige plus A et B. Donc le système, on a dit tige plus A plus B, référentiel terrestre galiléen. Hop. Je représente les actions extérieures. Donc action extérieure, vous avez, alors elles étaient déjà écrites, donc il y a R, il y a, pardon, le système c'est pas, oui si, donc il y a R, il y a le poids qui s'exerce en A, donc poids en A, et il y a le poids qui s'exerce en B, poids en B. R, poids en A, poids en B, d'accord? Je les représente. Donc R il s'exerce ici au point O, parce que c'est le point où vous avez le petit contact entre la tige et le support. Je vais le représenter comme ça. Tac. Donc ça c'est R. Le point A il est comme ça. Donc c'est M1 fois G. Et le point B il est comme ça. M2 fois G. D'accord? Si je veux avoir équilibre, il faut que la tige elle ne se mette pas à tourner. Donc elle va se mettre à tourner par rapport, potentiellement par rapport à quoi? Elle va se mettre à tourner par rapport au point O. Donc nous on va vouloir éviter une rotation par rapport au point O. Donc on ne veut pas de rotation par rapport au point O. Donc le point O c'est notre point de référence. Et on va calculer les moments des différentes forces par rapport à ce point-là. Donc on commence par le moment, alors par exemple le moment de R, par rapport à O, ça c'est facile. Ça vaut combien? Ça si je le dessine, si je l'écris, ça fait 0, oui. Ok, parce que c'est OO vectoriel R, donc ça c'est 0. Donc celui-là il est 0. Ok, ça c'est bon. Je fais pareil pour le moment du poids par rapport au point B. On va le faire là. Moment du poids B. Donc là, il faut que je calcule, si je l'exprime, je vais calculer le vecteur OB. OB. Hop. Vectoriel. Alors, Alexandre, je ne fais pas une rotation, je fais par rapport à un point. Donc je pourrais faire une rotation par rapport à un axe qui serait l'axe perpendiculaire à la feuille passant par O. Mais là, je fais directement par rapport au point. Donc mon moment, c'est OB vectoriel M2G. D'accord? Si je calcule ce truc-là, ça me fait... Alors les deux vecteurs, ils sont perpendiculaires. Là, il y a un angle droit. Là, il y a la longueur L2. Donc ça fait L2 fois M2 fois G. Il faut que je trouve selon quel vecteur de base. Donc le vecteur de base, bah, vous faites règle de la main droite. Donc OB, il pointe vers la droite. M2G, il pointe vers le bas. Tac, tac. Donc votre moment, il pointe vers l'arrière. Donc je vais le dessiner comme ça. Ça, je vais appeler ça le vecteur, je vais l'appeler EZ. Donc il pointe vers EZ. D'accord? Vous faites pareil pour le point A. Allez-y, Hugo. Mais EZ, il est déjà défini vers l'avant. Ah, pardon. Comme j'ai pas la figure sous les yeux, alors du coup on va modifier et on va mettre. Donc vous remplacez la croix par un point là. Tac. Et du coup c'est moins EZ. Ok? Quelle est la lettre avant M2? C'est le produit vectoriel. Ça là?
Ici, c'est le produit vectoriel. C'est le chapeau du produit vectoriel. Et là, c'est L2. C'est la longueur, cette longueur-là. Non, après le égal. Là j'ai écrit égal moins L2, M2, G, EZ. C'est bon? Alors pourquoi on calcule le moment au point B? Parce que la force M2G s'applique au point B. Donc quand vous calculez un moment, vous prenez comme point de calcul le point d'application de la force. Et alors attention, on calcule le moment du poids en B par rapport au point O. Donc je calcule un moment par rapport au point O. C'est un sigma ou un grand M? Ah, ça c'est pour la notation du moment. Donc là c'est un moment d'une force, donc c'est un grand M. Ça c'est un grand M. Idriss, je réponds à votre question juste après parce que c'est une autre façon de répondre à l'exercice. D'accord? Là j'ai découpé A et B. Donc après je fais pareil pour le point A. Donc pareil pour A. Donc pour A, et ben on va... La différence entre quoi, Alexis? C'est quoi, vous n'avez pas compris comme différence? Alors sigma, c'est sigma, mais bon c'est pas grave. En fait c'est juste un point de notation. Sigma c'est la notation pour le moment cinétique, M c'est la notation pour le moment d'une action extérieure, le moment d'une force. Donc sigma c'est une grandeur cinétique, M c'est une grandeur dynamique. D'accord? Ça c'est un truc qui est un peu piégeux avec ce chapitre, c'est que tout s'appelle moment mais ils veulent pas dire la même chose. Il y a le moment cinétique, le moment d'inertie et le moment des forces. Ça commence tous par moment mais c'est trois choses différentes. Donc il faut bien faire le tri. Ok? Alors, même calcul pour le point A. Donc si je fais pareil pour A, il va se passer quoi? Au lieu d'avoir OB vectoriel M2G, je vais avoir OA vectoriel M1G. Et ça va donner quoi à la fin? Ça va donner plus L1, M1, G, selon le vecteur EZ. D'accord? J'applique le théorème du moment cinétique par rapport au point O qui est fixe à mon système tige plus A plus B. Variation du moment cinétique égale somme des moments des actions extérieures. Donc du coup, là j'ai déjà calculé les deux moments, le moment du poids en A, le moment du poids en B, j'ai plus qu'à sommer tout ça. Ok? Donc je vais le faire. On va effacer. Donc j'applique le théorème du moment cinétique. Théorème du moment cinétique par rapport au point O qui est fixe. Donc je vais écrire que la dérivée du moment cinétique par rapport au point O de mon système, oui en A on a un plus. Parce que le vecteur OA il n'était pas dans le même sens que le vecteur OB. Donc dérivée du moment cinétique par rapport au point O est égale à la somme de tous mes moments. Donc 0, ça c'était pour R, plus L1, M1, G selon EZ, ça c'était pour le point A, donc ça c'était pour M1G, moins L2, M2, G selon EZ, EZ, ça c'est un Z, ça c'était pour le point B, donc c'était pour M2G. Ok? Qu'est-ce que je peux dire du membre de gauche? Ah oui, évidemment. Alors oui, alors ça c'est une bonne question. En fait, ce qu'il faut, je réponds juste à la question de Pauline, je ne sais pas si tout le monde l'a vu. Ce qu'il faut comprendre, c'est que je calcule tous les moments par rapport au même point. Les trois termes que j'ai écrits, ils sont tous calculés par rapport au point O. D'accord? Mais les trois forces, elles ne s'appliquent pas au même point. Parce que mon système, c'est pas un point, c'est un truc étendu. Pauline, c'est bon, ça répond à votre question? Et donc, effectivement, le membre de gauche, il est nul. Ça, c'est nul parce qu'on est à l'équilibre. On cherche une condition d'équilibre. Donc, si je suis à l'équilibre, le moment cinétique, le moment cinétique est nul, donc sa dérivée est nulle. D'accord? Il n'est même pas constant, le moment cinétique, il est nul. Directement nul. C'est celui-là qui vaut 0. C'est ça qui vaut 0. Et bien du coup, j'ai plus qu'à faire quoi? J'ai plus qu'à résoudre. Donc si on résout, on va arriver directement à... Alors, je vais l'écrire ici.
qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir L1, M1, G égale L2, M2, G. Ce qu'on peut réécrire L1 sur L2 égale M2 sur M1. Et là, on a obtenu la condition, ça on peut l'encadrer, c'est la réponse à la question. Tac. Oula, alors attendez, il y a 3 questions. Alors Hugo, votre question, pourquoi est-ce que le moment cinétique est nul? Parce que je suis à l'équilibre. Donc à l'équilibre, chaque point a une vitesse nulle. Donc comme chaque point a une vitesse nulle, chaque moment cinétique pris un par un vaut 0. D'accord? Alors, c'est pas la norme du vecteur R qui vaut 0. Hein. Là, sur mon dessin, j'ai écrit les 3 moments. J'ai juste dit le 0, c'est le moment qui correspond à la force, à l'action R. D'accord? C'est juste pour faire... C'est comme ça. Hein. C'est juste pour expliquer qui était quoi. Chacun des 3 termes correspond à chacune des 3 forces. D'accord? Qu'est-ce qui prouve que si le point O est en équilibre, tout le système est en équilibre? Alors le système, Léo, il est rigide. Donc la seule chose qu'il peut faire si le point O est en équilibre, c'est qu'il peut tourner autour de ce point-là. C'est comme le ballon de basket, vous aviez G qui ne bougeait pas, et le ballon il tournait autour de ce point-là. Mais comme le moment, le moment résultant, le membre de droite de l'équation qu'on vient d'écrire, il vaut 0, j'ai pas de rotation. D'accord? Donc tout est à l'équilibre. Léo, ça répond à votre question? Voilà, donc ça c'est une situation où on part d'une situation d'équilibre et on se sert des calculs des moments des forces pour en déduire une information qui ici est une information géométrique. Cette information géométrique, elle me permet de trouver ici le rapport des masses. Alors je reviens sur la question du poids qui était un glisseur. Autre résolution de cet exercice, un petit peu différente. Donc vous aviez la tige qui était comme ça, je vais la dessiner. Tac. Là, dans la résolution qu'on vient de faire, on a dit, ok, il y a A et il y a B ici. D'accord? Et on a calculé le moment du poids par rapport à A, le moment du poids par rapport à B. On peut aussi se dire, ça ne sert à rien de découper A et B, et on peut directement chercher le centre de masse, G, ici, et calculer le moment du poids par rapport à G. D'accord? Et en fait, l'idée, c'est de dire, si je veux que le système ne se mette pas à tourner, eh bien, il faut que G il soit ici, là où je vais placer mon petit support. D'accord? Si vous pouvez faire l'expérience, vous prenez votre stylo et vous essayez d'équilibrer votre stylo avec votre doigt. Ben, vous allez placer votre doigt de façon à ce que le centre de masse de votre stylo soit au contact avec votre doigt. Sinon, l'ensemble va se mettre à tourner d'un côté ou de l'autre. D'accord? Idriss, par rapport au fait que le poids est un glisseur, pourquoi sa norme était nulle? La norme de quoi, Alexandre? Alors Alexandre, pour répondre à votre question, le vecteur R, c'était ça. C'était ce vecteur-là. Je vais le redessiner. Ici, là. Tac. Mais il n'est pas de norme nulle, il est de moment par rapport à ce point nul. C'est son moment qui était nul, pas sa force. Ok? Donc Hugo, effectivement, A et B, ils n'ont pas la même masse. Donc si A et B, ils n'ont pas la même masse, comment vous allez faire? Par exemple, je reprends un cas, on va refaire un cas en dessous. Tac. Mettons que A est une masse beaucoup plus grosse que B, ça c'est une grosse masse, ça c'est une petite masse. Là, où est-ce que vous allez mettre qualitativement votre doigt pour essayer d'équilibrer l'ensemble? Vous allez mettre par là. Voilà, d'accord? Donc si vous le mettez par là, en fait vous faites en sorte que que votre doigt il soit au niveau du centre de masse. Donc ça, c'est une autre façon de répondre à ce problème. Pour équilibrer, vous faites en sorte que G, le centre de masse, soit égal à O. Hop. Et si vous faites G égale O, la somme des moments vaut aussi 0. D'accord? C'est le principe des balances romaines, exactement. Alors du coup, on va revenir au poly. Hop. Tac. Tac. Et oui, mais Baptiste, il n'avait pas lu le titre de l'activité, c'est pour ça. Alors pourquoi est-ce que G égale O? Alors je finis juste mon explication pour Idriss. Là, je dessine la droite d'action de R. D'accord?
le moment de R par rapport au point O, il vaut 0. Parce que R coupe la droite d'action. Si je veux qu'il n'y ait pas de rotation, il faut que le poids il soit sur la même droite d'action. C'est-à-dire, je raisonne par l'absurde. Si je vous mets le poids ici, je vais le décaler un peu. Mince, j'ai fait une bêtise là. Ah, j'ai déjà fait une bêtise. Je recommence. Je vais le faire là-dessus directement. Donc là, il y avait ma tige. Là, il y avait la droite d'action de R avec R. Comme ça. Si le poids, il s'applique ici, par exemple, bah là, sa droite d'action, ici, tac, elle a une certaine distance de ce point-là. Donc du coup, lui, il va avoir un moment non nul. Donc s'il a un moment non nul, hop, rotation. D'accord? Donc si vous voulez pas de rotation, il faut que le poids, il s'applique pas ici, il faut qu'il s'applique, hop, ici. Comme ça. D'accord? Et si vous voulez que le poids s'applique ici, ça impose que le barycentre soit ici. Si on a un système à l'équilibre avec des liaisons entre les solides, on fait comment? On fait pareil. En fait, on va étudier soit le système dans sa globalité, soit sous-système par sous-système. Donc ça, c'est les SI qui vont devenir champions de ça. Quand vous allez faire, vous avez déjà fait, je ne sais pas si vous avez déjà fait les équilibres, l'hyperstaticité, des trucs comme ça. Vous allez décomposer votre système en sous-systèmes élémentaires, et puis vous allez les relier ensemble par leur liaison. Alors du coup, deuxième situation maintenant, enfin troisième situation, une situation où on n'a pas un équilibre, on reprend un système qu'on a déjà étudié en long, large et travers en début d'année, qui est le pendule simple, et on va retraiter ce système en utilisant le théorème du moment cinétique. Donc ça c'est l'activité 7, je vais repartir avec mon tableau, et on va faire ça ensemble maintenant. Tableau, comme ça. Donc le point de départ c'est quoi? C'est on accroche au plafond un fil. Au bout du fil, il y a une masse qui a un nom, c'est un point M, de masse M. D'accord? Ici, hop, on paramètre ça avec l'angle θ. On va dessiner la base qui m'intéresse. On va faire une représentation en utilisant une base de coordonnées cylindrique. Donc ER, Eθ dans le sens de θ. EZ, je le dessine là-haut pour ne pas encombrer la figure à côté. Le système, c'est la masse, le référentiel terrestre, bien. Le bilan des actions, il y a quoi? Il y a le poids et il y a la tension. D'accord? Que je représente sur ma figure. Donc on commence avec le poids, comme ça, hop, mince, tac, le poids, mg, et la tension, comme ça. Ok? Ça, c'est la représentation du système. Exprimer le moment cinétique du point M par rapport à O, donc ça c'est la question 1. On va se mettre là. Donc ça on l'a déjà fait, donc je vais directement vous écrire le résultat. Donc pour la question 1. Le moment cinétique par rapport à O du point M, par définition c'est OM vectoriel MV. Tac. Donc ça c'est la définition. Le vecteur OM, si je l'explicite, je suis en coordonnées cylindriques, le fil fait une longueur L, donc c'est L selon ER. Le vecteur V, c'est L θ point selon le θ. Parce que L il est constant. D'accord? La longueur L, le fil il est inextensible. Donc là, dans le vecteur V, il n'y a pas de L point selon ER. Ça c'est un. Donc du coup, quand je calcule ON vectoriel MV, ça me fait M, L carré, θ point, selon EZ. Ça, c'est un calcul qu'on a déjà fait hier, donc je vais un peu plus vite. Exprimer le moment par rapport à O, non par rapport à O. Pourquoi M? Comment ça, pourquoi M? Le M, il vient de ici, là. Le moment cinétique, c'est OM vectoriel MV. Ok? Alors maintenant, j'exprime le moment des différentes forces. Donc, moment
par rapport à O de la tension. Ça va être rapide. Ça fait O fois le point d'application, qui est le point M, vectoriel, la tension. Ça fait combien ça? Zéro. Ok, vecteur nul. D'accord? Vas-y. Pourquoi? Parce que la tension elle est collinaire au vecteur OM. Donc son moment est nul. Moment du poids. Alors, je ne sais pas si je vais le mettre là, j'espère que j'aurai assez de place. Hop. Donc moment par rapport à O du poids. Je fais le calcul à partir de la base. Je pourrais faire force fois bras de levier, etc. Mais là, je vous pose le calcul à partir de la base pour vous montrer que ça marche aussi. Donc c'est OM. OM, c'est L selon ER. Vectoriel, le poids. Donc là, il faut que je fasse quoi? Il faut que je projette le poids selon la base. Donc on va projeter le poids selon la base. Ici, l'angle θ, je le récupère comme ça. Tac. Donc je vais l'écrire à gauche. Donc le poids, mg, ça vaut... Alors, composante du poids selon ER, c'est mg cos θ. C'est un θ. Ça, c'est selon ER. Composante du poids selon Eθ, elle est négative, c'est moins mg sin θ. Et il n'y a pas de composante selon EZ. Donc ça, c'est le vecteur poids écrit en vecteur colonne à gauche. Donc quand je vais faire mon produit vectoriel, je vais avoir ER vectoriel ER, ça fait 0. ER vectoriel Eθ, ça fait EZ. Donc il va me rester moins M, G, ça c'est un M, L, sinus θ, selon EZ. Ça, c'est le moment du poids. Ici, là. Ok. Question 3. Montrez-moi que θ est solution de l'équation qui est demandée. Donc là, on va se mettre ici. C'est pour le signe qu'on met Eθ dans ce sens. Alors Eθ, il est dans ce sens parce qu'il est orienté dans le sens de l'angle θ ici. D'accord? Et effectivement, vous voyez, alors on aurait pu raisonner aussi en termes d'axe de rotation. Vous voyez qu'en fait, le poids, il aurait tendance à faire tourner, pas dans le sens direct. Le sens direct, c'est ce sens-là. Le poids, il aurait tendance à faire tourner dans le sens indirect. Alors, du coup, maintenant, pour la question 3, on fait quoi? Eh bien, on applique le théorème du moment cinétique par rapport au point O. Ouais, donc, comme ça. D'accord? Donc du coup, bah, c'est parti. On a calculé ici le moment cinétique. On a calculé le moment de chaque force. Donc il y avait un 0 ici et l'autre expression. Et ben, j'ai plus qu'à remplacer. Donc j'écris le théorème du moment cinétique. La variation du moment cinétique par rapport au point O. Pourquoi moment? Alors attendez, j'écris juste mon théorème, je réponds à votre question après. C'est égal à la somme des moments de toutes les forces. Donc il me reste juste moins M G, L, sin θ, Z. Le crayon ne marche plus. Tac. Alors, du coup, je vais répondre aux questions parce qu'il y avait 2 questions en cours. Alors, attention. Timothée, le moment d'une force, c'est le vecteur... c'est une longueur vectorielle de la force. Donc je ne vais pas faire vectoriel MV. Si vous faisiez vectoriel MV, vous seriez en train de calculer un moment cinétique. C'est pas le moment d'une force, c'est un moment d'une force, c'est pas un moment cinétique. Ok? Alors c'est un sigma de O là, oui. Il y a une flèche là, c'est moment par rapport à un point, c'est pas par rapport à un axe. J'ai tout calculé par rapport au point. Qu'est-ce qui se passe quand vous calculez la dérivée du moment cinétique par rapport au point O? Eh bien, il va vous rester M, L carré, θ point point, je crois que je suis en bout de crayon là, selon EZ. C'est pas très lisible parce que je suis tout au bout de mon crayon là. Donc ça fait ML carré, θ point point selon EZ. D'accord?
Et du coup, bah, vous n'avez plus qu'à réécrire ça proprement. Alors du coup, je vais effacer, je vais repartir d'un tableau un peu plus propre. Donc du coup, on avait quoi? Hop. On avait à gauche m L carré θ point point selon EZ égale à droite moins MGL sinus θ. Là, j'ai projeté selon EZ. Donc j'ai fait scalaire EZ. D'accord? Je simplifie par M, je simplifie par L, je réorganise tout ça et j'obtiens θ point point plus G sur L sinus θ égale 0. Oui, j'obtiens l'équation différentielle. Alors attention, c'est pas directement un oscillateur harmonique. D'accord? Ça, je vais l'appeler oméga 0 carré. C'est un oscillateur harmonique seulement dans l'approximation des petits angles. Dans le cas général, c'est pas un oscillateur harmonique. Ok? Donc là, j'ai obtenu l'équation qu'on me demandait. Question 4. Retrouver le résultat en utilisant le TMC par rapport à un axe judicieusement choisi. Alors là, ça va être assez direct. Donc je vais refaire un dessin. Tac. Donc le pendule comme ça. Le point O ici. Le point M ici. Les deux forces. Tac. Et tac. Qu'est-ce que je prends comme axe? Ouais, donc on va prendre alors Z et puis point aussi. Donc il faut que je prenne un point et un vecteur pour avoir un axe. Donc ok, donc je pars de haut, donc ce point là. Je vais dessiner ici. Et je vais prendre l'axe delta. Donc delta c'est O EZ. D'accord? Donc je commence par calculer le moment cinétique par rapport à cet axe-là. Donc sigma delta. Je vais le mettre ici. Sigma delta, c'est quoi? J'avais juste un point M de masse M à une distance L, donc c'est M, L carré, θ point. Avec ici θ qui est le même que tout à l'heure. Ça c'est sigma delta. Là il y a un point. Ensuite, je calcule le moment par rapport à delta de chaque force. Donc M delta de la tension. Alors ça, c'est facile. La droite d'action de la tension, si vous la prolongez, elle coupe delta. Donc ça fait 0. Parce que le bras de levier est nul. Là, j'ai un bras de levier nul. D'accord ? Et ensuite, pour le poids, je vais mettre ici. Donc, je vais calculer M delta du poids. Donc, je regarde le signe. Donc, le signe, c'est quoi? Là, cette fois-ci, le poids, il ferait tourner. Donc, le poids, il ferait tourner dans le sens qui est le sens horaire. Alors que mon axe, le sens positif, c'est le sens anti-horaire. Ça, c'est le sens positif. Donc, le signe que je vais obtenir, c'est moins. D'accord? Ensuite, je fais la force, mg. Et ensuite, je fais le bras de levier. Donc, le bras de levier, je vais le dessiner. On va changer de couleur. On va se mettre en bleu. Donc, pour dessiner le bras de levier, je fais quoi? Je prends la force, je trace sa droite d'action. Ça, c'est la droite d'action. Oui, c'est la question 4, ça. Donc force fois la droite d'action, comme ça. Et je cherche la distance de la droite d'action à l'axe de rotation. Donc c'est la distance qui m'intéresse, c'est cette distance-là. Que je vais appeler grand D. D'accord? Donc grand D, c'est mon bras de levier. Donc si je reviens à l'expression ici, je fais fois grand D. Mais grand D, c'est quoi? Géométriquement, c'est L sinus θ. Ok? Donc du coup, j'ai calculé comme ça le moment du poids. Et après, je fais
le théorème du moment cinétique, que je vais mettre là. Tac. Oui, on a toujours plusieurs manières de calculer un moment. Soit par rapport à un point, soit par rapport à un axe. Et en fait, c'est à vous de choisir la méthode qui va le mieux. La méthode par rapport à un point, c'est une méthode vectorielle, donc du coup vous calculez les produits vectoriels et on y va. La méthode par rapport à un axe, c'est une méthode qui est un peu plus physique, on va dire, qui fait apparaître la notion de bras de levier. Et la notion de bras de levier, c'est une notion qui est un peu intuitive en fait. Selon quel vecteur, il n'y a pas de vecteur là, parce que c'est un moment par rapport à un axe. Donc là, je fais des scalaires là. Donc je fais le théorème du moment cinétique par rapport à mon axe, delta. Donc je vais écrire que la dérivée de sigma delta par rapport au temps, c'est le moment par rapport à delta de la résultante extérieure. La somme des moments des actions extérieures. Le moment par rapport au point et l'axe est le même. Non, le moment par rapport à un point, c'est un vecteur. Le moment par rapport à un axe, c'est un scalaire. D'accord ? Le moment par rapport à un axe, vous l'avez obtenu en projetant le moment par rapport à un point sur l'axe. Donc là, dans cet exemple-là, ce qu'il y a devant le vecteur, c'est la même chose, mais ce n'est pas toujours le cas. Alors du coup, je finis avec ça. Là, une fois qu'on est ici, on retombe sur quelque chose d'assez simple. Je dérive le moment par rapport à delta. À gauche, je vais récupérer m, L carré, θ, point, point. Et à droite, j'ai plus qu'à réécrire le moment que j'ai calculé, donc moins m, g, L, sin θ. Hop. Sinus θ. D'accord ? Et là, vous retombez sur ce qu'on a fait juste à la question 3, donc la suite de la question, c'est la même chose. Donc ça fait deux méthodes différentes pour calculer, pour appliquer un théorème du moment cinétique, soit par rapport à un point, soit par rapport à un axe. Alors du coup, je vais revenir au poly maintenant. Hop. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va appliquer ça dans un cas particulier, qui est un cas dans lequel vous avez une liaison, type liaison pivot. Donc les élèves de SI, vous êtes déjà super forts en liaison pivot. Je vais vous montrer comment on traite ça en physique. Alors je réponds à deux questions. Je mets juste mon poly, puis après je réponds à votre question. C'était avant. C'était là. Tac. Du coup, alors il y avait quoi comme question ? Hop. Comment on choisit si on travaille avec un axe ou avec un point ? Alors Mathieu, pour répondre à votre question, si vous avez de facto si vous voyez qu'il y a une rotation autour d'un axe, vous travaillez avec un axe. Si vous n'avez pas d'information particulière, vous travaillez par rapport à un point. D'accord ? Donc là, dans l'exemple du pendule, j'aurais pu directement dire, ok, je vois que le pendule il va tourner par rapport à l'axe qui était l'axe OEZ, je travaille par rapport à l'axe. Mais les deux méthodes sont un peu complémentaires, si vous voulez. Alors, situation suivante. Notion rapide sur la liaison pivot. Donc là, je vais être assez rapide. Le but, c'est juste, nous, on veut pas faire de technologie sur comment on fabrique les liaisons. On veut juste, en fait, s'en servir pour forcer des rotations. Donc, qu'est-ce que c'est une liaison pivot ? C'est vous avez un solide, donc qui est représenté ici, là. Vous avez ce solide, là, comme ça. D'accord ? Et ce solide, vous allez le contraindre à tourner autour d'un axe qui est fixe. Donc vous allez, par exemple, là c'est ce qui est représenté à droite dans la vue en coupe, donc vous avez le rotor qui correspond au solide, et puis vous allez l'enchasser dans un stator, qui est ici un trait épais, et du coup il ne va pas pouvoir sortir du stator, d'accord ? Et il va tourner autour d'un axe qui est ici l'axe horizontal. Alors ça je ne sais pas ce que c'est, donc je ne peux pas vous dire. Donc du coup, là j'ai mon solide qui va tourner autour de l'axe comme ça, d'accord ? Qu'est-ce qui se passe si vous exercez une action extérieure ? Alors deux actions que je peux tenter de faire. Première action, je peux essayer de prendre le solide, de l'accrocher avec mes mains et de tirer dessus, d'accord ? Ce qui va se passer si vous faites ça, c'est que le bâti, il va exercer sur le solide une force qui va compenser la force de l'opérateur. Donc en gros, si vous tirez dessus, vous vous retrouvez à appuyer plus fort sur cette zone-là. Donc vous allez augmenter la réaction qu'exerce le bâti sur
le solide que vous avez accroché. D'accord ? Et donc, in fine, votre solide, il ne va pas bouger. Il ne va pas bouger tant que vous n'allez pas casser la liaison. En fait. C'est-à-dire, si vous tirez trop fort, vous arrachez tout et vous cassez la liaison. Ça, c'est l'action, je tente de faire tourner le dispositif. De tirer sur le dispositif. Je tente de le mettre en mouvement de translation. Deuxième chose que je peux essayer de faire, je peux essayer de le faire tourner. Donc là, c'est la figure de droite, en bas. Là. Pour le faire tourner, je descends ma main gauche et je monte ma main droite. D'accord ? Qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là ? Le bâti, il va exercer en retour un moment qui va compenser le moment que je suis en train d'appliquer moi avec mes deux mains. D'accord ? Et pareil, votre solide, il ne va pas tourner. Tout ça, en fait, tant que le bâti ne casse pas. Ça s'appelle une liaison pivot. Donc la liaison pivot, elle supprime 5 des 6 degrés de liberté. Et il ne reste que le degré de liberté de rotation. Alors comment on fait pour faire en pratique une liaison pivot ? Hop, il y a une image juste après. Donc à gauche, c'est la liaison pivot de base vue par le physicien. C'est juste un cylindre qui est enchâssé dans quelque chose de creux. À droite, c'est une réalisation un peu plus pratique. Donc il y a tout un tas de roulements à billes, il y a tout un tas de cylindres enchâssés les uns dans les autres, etc. etc. D'accord ? Dans le cadre du cours de physique, moi, je ne m'intéresse pas à la construction technique de ce truc-là. C'est quoi la différence entre une adhérence et une résistance en physique ? Oula, alors Idriss, j'ai pas compris votre question. Alors vous soyez plus précis là. Je répondrai peut-être plus tard à votre question parce que là je comprends pas ce que vous voulez demander. Ok ? Alors du coup, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre système. Donc notre système c'est un solide et toutes les études qu'on fait, elles sont toutes dans le champ de pesanteur. Donc là, dans le champ de pesanteur, vous avez deux possibilités. Soit le centre de masse, il est sur l'axe de rotation, soit il n'est pas sur l'axe de rotation. Donc si votre centre de masse, il est sur l'axe de rotation, je vais refaire un petit schéma. Donc on part d'un axe de rotation qui est ici. Attendez, je n'ai pas pris le crayon. Tac. Donc ça, c'est l'axe de rotation. Votre solide, par exemple, il est comme ça. Hop, ça c'est mon solide. Si le centre de masse de mon solide, il est ici, comme ça. Si l'axe de rotation, alors l'axe de rotation il peut être comme je veux. Dans ce cas-là, le poids, la droite d'action du poids coupe l'axe. Donc dans ce cas-là, le moment par rapport à delta du poids, c'est 0. C'est-à-dire que le poids ne va pas mettre en rotation le système. Ça s'appelle l'équilibrage statique. Donc l'équilibrage statique, c'est vous prenez votre dispositif, vous avez un dispositif qui tourne autour d'un axe et vous faites en sorte que le centre de masse soit sur cet axe. D'accord ? Du coup, si vous laissez le dispositif dans une position donnée, il va rester dans cette position. Comment c'est possible que l'on puisse... Attendez, ça s'est effacé. Hop. Décider arbitrairement de l'axe. Alors en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va imposer l'axe de rotation avec la liaison pivot. D'accord ? Donc c'est la liaison pivot qui va vous fixer l'axe. Et après, on va contrôler la position du centre de masse. Par exemple, vous pouvez rajouter des petites masses à droite à gauche pour décaler la position du centre de masse. Donc dans ce cas-là, le moment du poids vaut 0. Ça veut dire, par exemple, imaginez que je mets le solide dans cette position-là, il va rester comme ça. Oui, du coup, on change l'objet. Oui, tout à fait. Quand la droite d'action coupe l'axe, le moment est toujours nul. Oui. Pourquoi ? Quand la droite d'action coupe l'axe, le moment est nul ? Parce que le bras de levier est nul. Et donc si le bras de levier est nul, le moment est nul. Ok ? Donc là, si je laisse le solide dans cette position-là, il reste comme ça. Si je décide, par exemple, de le décaler et de me retrouver avec un solide, alors je vais essayer de redessiner à peu près le même solide comme ça. Tac. Il va rester dans cette position-là aussi. Ok ? Il ne va pas se mettre à tourner. Ça, c'est l'équilibrage statique. Je peux maintenir mon solide immobile à partir d'une position donnée. Je peux le tourner dans tous les sens. Si je lâche, il reste immobile. Donc par exemple, un bon exemple d'équilibrage statique, c'est la machine à laver. Vous prenez une machine à laver de linge. Au début, votre tambour, il a une certaine position. Si votre machine elle n'est pas trop mauvaise, normalement, si vous tournez le tambour, il ne se passe pas grand-chose.
Puis après, vous mettez le linge dans votre tambour, bah là, le tambour, il ne peut pas prendre n'importe quelle position. Donc du coup, je reviens là. Hop. Deuxième situation, si le centre de masse n'est pas sur cet axe, là, il va y avoir des rotations possibles. Alors attendez, je reviens parce que j'ai deux questions. S'ils sont confondus, le solide n'est pas... Alors, peu importe la répartition de masse, hein, j'ai pas besoin je me pose aucune question sur la répartition de masse, ça c'est pas un problème. Est-ce qu'une poulie c'est une liaison pivot? Oui, une poulie c'est une liaison pivot, tout à fait. Alors du coup, quelles sont les actions qu'on va pouvoir générer à partir de ce dispositif-là? On va pouvoir générer un type d'action particulier qui est un couple. Alors attendez, deuxième question de Bilal. Pourquoi c'est plus facile de tirer des objets grâce à une liaison pivot et comment? Alors je vous montre. Alors en fait, quand vous tirez des objets grâce à une liaison pivot, vous augmentez le bras de levier. Et en augmentant le bras de levier, vous augmentez le moment. En fait, vous contrôlez la rotation à partir du moment. Donc du coup, alors maintenant, deuxième situation, je pars. Alors je vais me mettre à la diapo d'après, parce qu'il y a le dessin qui est juste après. Donc vous avez l'axe de rotation. Donc c'est en haut de la figure. Pourquoi vous voudriez tenir compte de la masse en fait, Timothée? Là, la seule question que je me pose, c'est où est le centre de masse? Quelle est sa position? D'accord? Alors la position du centre de masse dépend de la répartition de masse, ça c'est sûr. D'accord? Mais par contre, moi je fais en sorte que ce centre de masse, il soit sur l'axe de rotation, c'est tout. Et du coup, par exemple, là, théoriquement, j'ai aucune différence entre je fixe un ballon de basket et je fixe la Terre entière sur un axe de rotation. Ok? Alors, notion de couple. Donc là, vous avez l'axe de rotation delta, et vous allez exercer une rotation en exerçant deux forces. Mais les deux forces que vous allez exercer ne sont pas arbitraires, elles sont opposées. Donc là, ici, cette main, elle exerce une force, la main de gauche exerce une force vers le haut, la main de droite exerce une force vers le bas. D'accord? Si vous calculez le moment par rapport à l'axe de rotation de ces deux forces, alors je vais faire un schéma. Hop. Donc on avait la tige qui était comme ça, et puis on avait la première force, je vais dessiner dans une autre couleur, la première force qui était comme ça, la deuxième force qui était comme ça. D'accord? Et l'axe de rotation qui est là. Ça c'est F1, ça c'est F2. F2 il vaut moins F1. Je peux calculer le moment par rapport à delta de la force F1 toute seule. Donc pour ça, je fais quoi? Je cherche la distance de la droite d'action. Ici, je l'appelle D1. Donc le moment par rapport à delta de F1, ça fait F1 fois D1. Alors est-ce que ça tourne dans le bon sens? Là, mon sens positif, je l'ai pris comme ça. Donc là, le moment, il est négatif, ici. D'accord? Le moment par rapport à delta de F2, ben je cherche la distance à la droite d'action. Donc c'est cette distance-là. C'est D2. Donc ça va être F2, D2, ouais. Et en termes de signe, et ben attention, ça c'est un D. Là, j'ai aussi une rotation qui est à l'envers. D'accord? Donc le moment résultant, total, ça fait moins F1 D1. Il faut toujours placer le sens positif. Oui, ça c'est une convention, c'est la convention standard en physique. Donc je récupère ça, moins F2 D2. Ok? F1 D1, F2 D2. Sauf que dans la situation ici, F1, il est égal à F2. F1 et F2 sont les normes. Ça, ce sont les normes là. Je vais te raconter. Donc du coup, mon moment, là, je peux le réécrire, moins F1 D1 plus D2. Comme ça. Je reviens à la question. F2 égale moins F1
Non, F2 égale moins F1, c'est moi qui l'impose. En fait, les deux forces, c'est moi qui les impose en tirant, en me servant de mes deux mains. D'accord ? Le fait que D1 soit égal à D2, c'est pas du tout important. Je peux faire le même schéma sans respecter D1 égale D2. Ok ? Donc j'arrive à ça comme calcul. Moins F1, D1 plus D2. Que je vais réécrire. Hop. Égale moins F1 fois D total. D'accord ? Si je décide de recalculer ce moment par rapport, pas par rapport à cet axe-là, mais par exemple, je vais dessiner un autre axe. Alors on va dessiner ici. Imaginez maintenant que mon axe, au lieu d'être là-bas, il soit ici. Mince, j'ai pas un crayon. Ça, c'est un deuxième axe delta 2. D'accord ? Qu'est-ce qui va se passer quand je vais calculer le moment par rapport à cet axe delta 2 ? Et bien, vous allez récupérer une première distance, un premier bras de levier, ici D1 en bleu, un deuxième bras de levier, ici D2 en bleu, d'accord ? Mais la somme D1 plus D2, ça fait la même chose. Donc le moment, ici, M delta total, c'est un indice, hop, M delta total pour le bleu, là je vais récupérer moins F1 D total. Et le D total est le même. Ce qui veut dire que le moment que je calcule ne dépend pas de la position de l'axe. Ça, c'est caractéristique d'un couple. La caractéristique d'un couple, c'est que le résultat que vous obtenez ne dépend pas de l'endroit que vous avez utilisé pour faire le calcul. Du coup, si je reviens à mon fichier, hop, comme ça, on était par là-bas, ici. Donc un couple, c'est un ensemble de forces de résultantes nulles, mais de moments non nuls, et le moment ne dépend pas du point que vous utilisez pour poser le calcul. Ça, c'est hyper important, le fait que ça ne dépend pas du point de calcul. Vous pouvez faire un couple avec deux forces opposées, c'est la figure qui est en haut à gauche. Vous pouvez faire un couple avec un ensemble de n forces réparties, c'est la figure qui est à droite. Donc à droite, on est en train de faire quoi ? On est en train de... Alors ça dépend du sens dans lequel on tourne, on est en train d'ouvrir une bouteille. Donc d'ouvrir le bouchon d'une bouteille. Donc vous prenez le bouchon et vous exercez un mouvement de rotation avec votre main. Et donc Hugo, non, un couple, ce n'est pas forcément deux forces, c'est un ensemble de forces de résultantes nulles. Ça peut être 150 000 forces, mais minimum, il vous en faut deux. C'est-à-dire qu'une seule force, vous ne pouvez pas faire un couple. D'accord ? Si vous faites la somme des forces sur la figure de droite, vous voyez bien que toutes les flèches, elles finissent toutes par se compenser. La somme des forces, elle vaut 0. Mais vous voyez bien que la main exerce quand même une action sur le bouchon, parce que le bouchon, il va se mettre à tourner. Cette action, c'est un couple. Est-ce qu'on peut dire qu'une seule force nulle fait un couple ? Non, une seule force nulle ne fait rien du tout. Parce qu'une force nulle n'exerce pas d'action mécanique. Donc du coup, s'il n'y a pas d'action mécanique, et bien forcément, ça ne tourne pas. D'accord ? Alors maintenant, on va regarder quels sont les couples qui peuvent exister sur une liaison pivot. Donc vous allez avoir deux types de couples qui sont sur une liaison pivot. Ah non, alors Idriss, là la notion de couple, elle est très générale, hein, elle s'applique quel que soit le centre de masse. C'est autre chose que l'équilibrage statique, là, c'est pas le même point. Alors maintenant, sur ma liaison pivot, je peux avoir quoi comme couple ? Je peux avoir des couples résistifs. Donc par exemple, là j'ai donné des exemples d'expressions de couples qui sont des couples de frottement. Donc alors, le plus simple, c'est les frottements fluides. Frottement fluide, c'est quoi ? C'est un couple négatif dont la valeur va dépendre de la vitesse de rotation. Mais ce qui est important, c'est pas la vitesse linéaire, là c'est la vitesse angulaire. Donc pour l'expression qui est ici, celle-là, en fait vous prenez un peu la même expression que la force de frottement fluide pour un mouvement de translation, mais vous remplacez la vitesse linéaire par la vitesse angulaire. Hugo, vous avez remarqué que les formules, elles ne sont pas encadrées. Donc si elles ne sont pas encadrées, c'est qu'elles seront normalement fournies. D'accord ? Et j'ai fait exprès de ne pas les encadrer dans le poly. Là. C'est juste pour vous expliquer ce qu'il y a. Deuxième type de frottement, c'est les frottements solides ou les frottements secs, qui sont des frottements de friction. Donc ça, c'était le cas, par exemple, quand vous aviez deux solides en contact et qu'on avait un frottement de glissement.
ça va exister aussi en termes de couple. Ça va générer des couples qui ne dépendent pas de la vitesse angulaire. Donc c'est pour ça qu'ici, là, hop, le θ point sur valeur absolue de θ point, il sert juste à connaître le sens dans lequel c'est en train de tourner. D'accord ? Et ce qu'on peut faire, ce qui n'est pas au programme de première année, mais ce qui sera au programme de deuxième année pour les élèves de la filière psy, c'est de généraliser les lois de Coulomb qu'on a vues, nous, pour le cas de la translation, au cas de la rotation, en fait. On peut avoir glissement, non-glissement dans le cas de la rotation. D'accord ? Comment est-ce qu'on va traiter un problème dans lequel il y a un couple résistif ? On va appliquer le théorème du moment cinétique par rapport à l'axe de rotation. Donc là, vous avez l'exemple où je suppose qu'il n'y a que ces couples qui s'appliquent. Il y a une jolie faute d'orthographe au passage. Donc il n'y a que ces couples qui s'appliquent. Le théorème du moment cinétique par rapport à l'axe de rotation, ça me donne ça. J delta θ point point, J delta c'est le moment d'inertie, égale les frottements fluides et les frottements solides, qui sont tous les deux négatifs. Idriss, dans le cas d'un roulement, vous allez être plutôt dans le cas d'un frottement fluide. En fait, le but du roulement, c'est justement d'éviter les frictions, et en réduisant les frictions, vous allez annuler ce terme-là. D'accord ? Dans le cas d'un roulement parfait. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe quand vous avez ce genre de couple ? En fait, θ point point est négatif. Si θ point point est négatif, ça veut dire que θ point diminue. Si θ point diminue, votre solide, il tourne de moins en moins vite. Autre couple résistif, hormis les frottements, alors vous pouvez avoir des situations, alors ça va être des situations au cas par cas, mais par exemple, vous pouvez avoir, quand vous allez utiliser un treuil, vous allez essayer de lever une masse, la masse peut exercer un couple résistif. D'accord ? Alors, ça va plutôt être des moments, ça ne va pas être des couples. Page d'après. Alors, deuxième type de couple, c'est les couples moteurs. Donc, les couples moteurs, c'est quoi ? C'est ce qui va mettre en rotation votre rotor. Donc, votre rotor, c'est ce qui tourne. Donc, comment est-ce qu'on fait pour générer un couple moteur ? On utilise un stator. Donc, le stator, ça va être le bâti. Et le stator, il va avoir une action sur le rotor. Il va exercer une action. Donc, exemple d'action, c'est un truc qu'on verra en fin d'année, c'est le principe des moteurs électriques. Donc, l'action, elle est d'origine électromagnétique. D'accord ? Par principe des actions réciproques, votre rotor va exercer une action sur le stator. Donc, votre stator, il va falloir que vous le fixiez dans le sol, par exemple, pour que vous puissiez faire tourner votre dispositif. Donc, le stator, il sert à deux choses. Il sert à créer la liaison pivot. S'il n'y a pas de stator, il n'y a pas de liaison pivot. Et c'est lui qui va vous permettre de contrôler le mouvement en appliquant un couple moteur. Nous, dans le cours de physique, on va se focaliser sur la liaison pivot la plus simple du monde. Alors, ce que j'appelle une action, maintenant, c'est soit une force, soit un moment, soit un couple. Et quand on va lister les actions qui s'exercent sur un système, en début d'année, on listait quoi ? On listait juste les forces. D'accord ? Là, je vais lister, quand je vais avoir un système en rotation, je vais regarder, ok, qu'est-ce qu'il y a comme action ? Il y a des forces, mais il y a aussi des couples. Et je vais séparer les forces et les couples. Mais microscopiquement, un couple, c'est un ensemble de forces. Donc toutes les actions se ramènent à des forces. Alors nous, on va simplifier toute la partie technologique en faisant le modèle de la liaison pivot idéale. Donc qu'est-ce que c'est une liaison pivot idéale ? C'est une liaison, en gros, pour faire simple, c'est une liaison qui ne génère pas de frottement. Donc si elle ne génère pas de frottement, ça veut dire que le moment par rapport à l'axe de la rotation de la liaison, il vaut 0. Attention, ça ne veut pas dire que la liaison n'existe pas, ça veut dire que la liaison se résume à une réaction, à une force. D'accord ? Donc attention à ça, je vais l'écrire là. Ici, on a quand même une réaction différente de 0. D'accord ? Donc exemple pour illustrer ça. Je reprends l'exemple ici de mon pendule. Tout à l'heure, le pendule, quand on fait le pendule simple, on fait quoi ? On le fixe on accroche un fil au mur. Je peux essayer ici de mettre une liaison pivot. Donc là, je vais mettre une liaison pivot. D'accord ? Donc le pivot, il peut être parfait ici. Si vous me dites il n'y a aucune action qui s'exerce, vous faites une énorme erreur parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que votre pivot, il exerce une force, mais par exemple, alors je vais la dessiner complètement arbitrairement. Votre force, elle est par exemple comme ça. Hop. Ça, c'est la réaction qu'exerce le pivot. Et la réaction, elle est non nulle. Parce que si elle n'était pas là, votre objet, il tomberait. C'est un petit peu comme dans toutes les situations où je vous dis, n'oubliez pas la réaction du support. Vous avez les pieds posés par terre.
vous subissez quand même la réaction du sol. Ben là, c'est pareil pour le pivot à cet endroit-là. Ok? Donc, moment d'une liaison pivot égale 0. Tac. Réaction du pivot égale tension. Non, tension, c'est réservé pour quand j'ai un fil. Alors, je fais juste le début du grand 5 parce que j'en ai besoin pour les exercices du TD. Dans un gyroscope qui sert... Alors, Loïc, votre question, elle est un peu trop vague, là. Elle est un peu trop vague. Donc, j'y répondrai après. Je vous fais juste le grand 5, puis après, je réponds aux différentes questions. Alors, grand 5. Rotation... étude énergétique de la rotation. Alors, on a le théorème du moment cinétique par rapport au point, à l'axe, tout ce que vous voulez. Et on avait aussi vu toute une approche énergétique pour la mécanique du point. On va regarder ce que ça donne spécifiquement pour... Alors attention, là c'est assez limité, c'est solide en rotation autour d'un axe fixe. D'accord? C'est un cas très particulier. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le solide en rotation autour d'un axe fixe? Là il y a une jolie erreur de formule. Là les demi sont devant. Donc vous corrigez ça, c'est les demi devant. Chaque point, je peux lui associer une vitesse VI. Chaque point de mon solide, je lui associe une vitesse VI. Je peux calculer l'énergie cinétique de chaque point. D'accord? Mais tous les points, ils ont tous un mouvement circulaire, hop, comme ça, avec une certaine distance RI du centre, et ils ont tous la même vitesse angulaire. Donc s'ils ont tous la même vitesse angulaire, la vitesse VI, c'est RI fois θ point, et le θ point ici, c'est la vitesse angulaire du solide. C'est pas juste d'un point, c'est la même pour tous les points du solide. Du coup, quand vous allez calculer l'énergie cinétique, ce terme-là, il va se retrouver en facteur, et vous allez pouvoir le sortir. Le demi, il est aussi en facteur. Et au milieu, il vous reste quoi? Eh bien, il vous reste la somme des MI/RI carré. Et ça, on a vu que c'était le moment d'inertie. D'accord? Et donc, du coup, l'énergie cinétique d'un solide en rotation autour d'un axe fixe, c'est 1 demi de J delta θ point carré. C'est une expression extrêmement simple. Vous pouvez faire l'analogie avec 1 demi de M V carré. Vous remplacez M par le moment d'inertie, vous remplacez V par la vitesse angulaire, et vous avez un lien entre les deux. D'accord? L'idée, c'est d'appliquer un théorème type théorème de l'énergie cinétique. Donc pour ça, je vais regarder ce qui se passe quand on calcule la puissance des différentes actions. J delta, c'est le moment d'inertie. On l'a vu hier. Alors si je calcule la puissance d'une force qui s'applique sur un point. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est quand vous calculez la puissance d'une force, avant-hier, c'est autant pour moi. Quand vous calculez la puissance d'une force, vous faites la force scalaire la vitesse. Et ici, la vitesse, c'est la vitesse du point d'application. Du point d'application. C'est pas n'importe quel point. D'accord? Alors du coup, ce point-là, vous savez qu'il est en rotation. Donc vous savez que vous pouvez l'écrire RI θ point Uθ. Et donc quand vous allez faire le produit scalaire, en termes de puissance, il va vous rester quoi? Il va vous rester la composante orthoradiale de la force fois RI θ point. Et qu'est-ce qu'on peut faire là? On peut remplacer ça. Hop. Là, il manque un point. Il y a 2-3 fautes de frappe. Hop. Le FI θ RI, en fait, c'est quoi? C'est le moment par rapport à delta. Donc la puissance de la force, la composante radiale, c'est selon E ergo. La composante orthoradiale, selon Eθ. Donc ce premier terme-là, ça là, hop, c'est le moment par rapport à delta. Non Léo, sur un solide, tous les points ont la même vitesse angulaire, pas la même vitesse linéaire. Ils ont la même vitesse angulaire. Ok? Il manque plein de points là, je vais le recorriger mon truc parce que j'ai tapé trop vite, j'ai fait plein de fautes de frappe. Donc du coup, la puissance, je peux l'écrire comme le moment par rapport à l'axe fois θ point. Mais plus le point il est loin, plus il va vite en vitesse linéaire, mais pas en vitesse angulaire. Ah, les points ils sont sur le poly? D'accord. C'est moi qui les vois pas à l'affichage, bon bah tant mieux. Ok, super. Donc ça va, j'ai cru qu'il y avait plein de fautes de frappe, ça me faisait un peu peur. Donc du coup, ce qui est important, c'est que l'expression qui est encadrée là, elle vous montre que la puissance d'une force, c'est le moment par rapport à l'axe de cette force fois la vitesse angulaire. Et après ça, vous pouvez le généraliser à toutes les actions, en particulier au couple. Donc si vous voulez calculer la puissance d'un couple, vous faites quoi? Vous faites le couple fois θ point.
Donc là, j'ai donné l'exemple ici d'un couple moteur. Vous prenez la valeur du couple fois la vitesse angulaire. Ok? Donc pour un mouvement de translation, la puissance c'est force fois vitesse. Pour un mouvement de rotation, la puissance d'une action extérieure, c'est moment fois vitesse angulaire. D'accord? Si cette action extérieure c'est une force, il faut calculer le moment. Si cette action extérieure c'est un couple, vous avez directement la valeur du couple. Et du coup, une fois qu'on a fait ça, on peut énoncer le théorème de la puissance cinétique pour un solide en rotation. Donc ça s'énonce comme ça. La variation d'énergie cinétique du solide est égale à la somme des puissances des actions extérieures. Facile. Démonstration, je dérive à gauche et je montre que ça fait ce qui est à droite. On y va. C'est la page d'après. Hop, je ne l'ai pas fait. C'était... Ouais, ok, je pensais que je l'avais rédigé, mais je ne l'ai pas fait. Je vais vous le rédiger, c'est hyper facile. Je vais le faire là. Tac. Donc j'écris DEC sur DT. Hop. C'est D sur DT de 1,5 de J delta θ point au carré. Le solide, il est indéformable. Du coup, ça sort. Parce que c'est indéformable. Et donc, vous obtenez quoi? Vous obtenez J delta θ point point fois θ point. J delta θ point point, ça, c'est égal à m delta d'après le théorème du moment cinétique. Et donc vous récupérez quoi? Vous récupérez m delta fois θ point, donc c'est m delta extérieur. Donc m delta extérieur. Et votre m delta extérieur fois θ point, c'est exactement la puissance extérieure. Et c'est fini. Ok? Attention, ça n'est vrai que parce que le solide il est indéformable et que du coup j'ai eu le droit de sortir J delta de la dérivée. C'est ça qui m'a permis d'identifier avec le théorème du moment cinétique. Alors du coup, J delta constant pour un solide. Oui, les masses elles sont à distance fixe les unes des autres, donc J delta est une constante. Tout à fait. Donc du coup là en fait on a deux théorèmes. Pourquoi θ point ou θ point point? Là θ point c'est la vitesse angulaire. Donc quand je dérive ça, la dérivée de θ point carré, ça fait 2 θ point point. Ok? Timothée, c'est bon ou pas? Ok. Donc du coup là j'ai deux théorèmes. Le théorème du moment cinétique par rapport à l'axe, ou le théorème de l'énergie cinétique et toutes ses variantes. Et en fait, ces deux théorèmes finalement ils sont redondants. Parce que comme j'ai qu'un degré de liberté, j'ai pas besoin de deux théorèmes pour résoudre un problème à un seul degré de liberté. Ce qui veut dire que soit je choisis une approche énergétique avec le théorème de la puissance cinétique, soit je choisis le théorème du moment cinétique, mais je ne le fais pas deux fois, parce que ça me donnera deux fois la même chose. Ok? Voilà, et donc avec ça, vous avez tous les théorèmes de base qui vont nous permettre d'étudier deux systèmes particuliers qui sont le pendule de torsion et le pendule pesant, et ça, on fera ça la semaine prochaine. Alors, je vais juste vous montrer un petit peu ce que je veux que vous fassiez comme travail pour lundi. Alors pour ça, il faut que je partage un fichier. Tac. Attendez, je vous rajoute un partage de fichier. Touc. Physique, TD. Le TD 17. J'espère que ça ne va pas prendre une heure. Hop, c'est parti. Donc, le TD, je vais vous le mettre sur le drive comme d'habitude. Ça y est. Hop. Donc, pour lundi, vous pouvez me faire les exercices 1, 2, 3, 4. Je pense que ce sera déjà pas mal. Je regarde juste après. Et 5. Ouais, c'est bien. Et puis 6 aussi, en fait. En fait, vous pouvez me faire tout le TD, c'est bien. Et l'activité-relativité aussi, ouais. On va essayer de faire tout ça. D'accord? Ce que je ferai lundi, c'est que... Il y a beaucoup de messages, là. Alors, je vous explique comment je vais faire la séance de lundi. Déjà, l'idée, c'est... Alors, attendez.
Il y en a beaucoup qui pleurent là, c'est bien. Je vous explique l'idée. Lundi, je ferai une séance qui durera 2 heures. D'accord? Donc, en fait, l'idée, c'est que vous regardez les différents exercices, vous les cherchez un petit peu. Et lundi, je découperai la classe en... Alors, il y a 6 exercices, donc je ferai 6 groupes. Et chaque groupe aura comme mission de me rédiger la correction d'un des exercices. D'accord? Et puis, je passerai, moi, vous voir par petits groupes pour que vous me rédigiez un exercice. Et puis ensuite, j'aurai 6 personnes qui viendront me présenter les exercices au reste du monde. Ok? C'est bien comme concept. Donc là, je peux vous demander si vous êtes content. Comment on fait pour demander? Là, vous pouvez me dire si vous êtes satisfait. Comme ça, là, moi je vous ai dit que j'étais content. Tiffany, on peut choisir les groupes. En fait, j'ai un outil qui permet de constituer des groupes. Et le truc, c'est que, en gros, je le fais et il le fait à votre place. D'accord? Voilà, il y aura ça. Et l'activité-relativité, je pense que je la corrigerai mardi plutôt. Parce qu'à mon avis, lundi, ça va nous occuper toute la journée. Ok, est-ce que... Alors du coup, je vais arrêter l'enregistrement.